Chapitre 13, 8 mornilles et 9 noises. 13 décembre 1999, 4 mars 2000. C'est la folie cette année, se plaignit Ron, effondré sur sa chaise un soir, à 2 semaines de Noël. On n'a jamais vu autant de monde. On va sans doute ouvrir dimanche prochain. George commence à se demander s'il ne va pas prendre une personne supplémentaire pour la semaine. Créature peut aider Maître Ron, affirma l'elfe en déposant une assiette pleine devant lui. C'est gentil, mais il faut savoir tenir la caisse, déclina le commerçant. Créature peut le faire, assura la créature. Ah oui? Ton client achète 2 produits. Le premier coûte 5 mornilles, 3 noises, et l'autre 3 mornilles, 17 noises. Il te donne un galion. Tu lui rends combien? 8 mornilles et 9 noises, répondit Créature presque instantanément. Il fallut quelques secondes supplémentaires aux garçons pour effectuer le calcul à leur tour. Ils regardèrent l'elfe, soufflés de constater qu'ils ne s'étaient pas trompés. « Et comment tu as fait ?» demanda Harry. « Créature fait tous les jours les courses pour Maître Harry et Maître Ron, » répliqua le serviteur d'une voix offensée. « Un bon elfe doit savoir compter pour ne pas gaspiller l'argent de son maître. » Effectivement, toutes les semaines, Harry posait quelques pièces dans une petite boîte prévue à cet effet dans la cuisine, mais il n'avait jamais réfléchi à la façon dont son employé s'en débrouillait. « Où fais-tu tes courses ?» s'enquit-il avec curiosité, réalisant qu'il n'avait jamais vu d'elfe dans les rues de Préolard ni sur le chemin de traverse. « Dans les arrière-pièces ?» répondit énigmatiquement Créature. Surprenant le regard perplexe de Harry, Ron expliqua. « Toutes les boutiques ont une petite pièce à l'arrière où les créatures peuvent transplaner discrètement. C'est là qu'ils sont servis. »« Vous avez ce genre d'endroit au magasin ?» interrogea Harry un peu choqué. « Oui, mais en général, les gens viennent eux-mêmes acheter leurs farces et attrapes. »« Et qu'en dit Hermione ?» demanda Harry qui s'étonnait de n'avoir jamais entendu son ami pester contre cette pratique. « C'est un usage, pas une loi. Alors le ministère ne peut rien faire, » expliqua Ron. « D'ailleurs, quand on le leur propose, les elfes refusent de passer côté boutique. »« On peut y faire de mauvaises rencontres, » indiqua Créature d'une voix pincée. « Des traîtres à leur sang, des sorciers de balignage. » Harry et Ron se regardèrent et d'un commun accord choisirent sagement de laisser couler. « Bon, je te prends demain à l'essai, » décida Ron. « Si Harry est d'accord, bien entendu. »« Si Créature n'a pas trop peur de rencontrer des sorciers de balignage, » accepta Harry. « Créature peut subir cela pour aider le jeune maître, » assura le serviteur d'une voix stoïque. Le samedi suivant, Harry, Ginny et Hermione décidèrent de voir de leurs propres yeux comment Créature assurait ses nouvelles fonctions. Harry se métamorphosa soigneusement, histoire de ne pas provoquer d'émeute, et ils prirent la cheminée pour se rendre sur le chemin de traverse via le chaudron baveur. Il y avait beaucoup de monde dans le magasin des frères Weasley quand ils y pénétrèrent. Tandis que Ginny se fondait dans la cohue pour faire ses achats de Noël, Harry et Hermione se mirent dans un coin pour regarder comment les sorcières réagissaient en découvrant l'elfe trônant derrière la caisse. Dans un premier temps, les clients riaient à ce spectacle, pensant sans doute que c'était une blague de plus. Puis leur physionomie changeait quand la créature prenait d'autorité les produits posés sur le comptoir et qu'il annonçait le cumul des prix. Ceux qui recevaient leur monnaie la vérifiaient suspicieusement, puis constatant que le compte y était, regardaient le surprenant caissier avec un ébahissement parfois mêlé de gêne ou de dégoût. Harry vit Ginny discuter âprement avec Créature quand ce fut son tour. Elle revint vers eux, visiblement furieuse. « La sale bête !» pesta-t-elle. « Il a refusé de m'appliquer les 10% que m'accordent toujours mes frères. Il paraît qu'il n'a pas eu d'instruction en ce sens. » Ron a dû oublier de le lui préciser, fit Harry, cherchant des yeux son ami qu'il repéra en train de renseigner les clients. « Il ne pouvait pas me croire sur parole, non ?» tempêta Ginny. « Les elfes sont incorruptibles, » récita Hermione, comme si elle faisait l'article pour placer un de ses petits protégés. « En tout cas, Harry, » affirma Ginny, « tu me dois 7 mornilles et 23 noises. »« Pourquoi moi ?» protesta Harry. « Parce que c'est ton elfe !» décréta Ginny d'une voix sans appel. Tout en ouvrant son escarcelle, Harry se demanda comment les Weasley, si pauvres, avaient pu avoir des rejetons aussi durs en affaires. Comme à l'accoutumée, les Weasley et assimilés se réunirent au terrier pour la veillée de Noël. Au cours du repas, la conversation porta sur la performance de Créature. « Il a été fantastique !» assura Ron. « Pas une seule erreur de caisse, alors qu'on en fait toujours quand il y a autant de monde. » « Dommage qu'il n'ait pas voulu venir ce soir, » déplora Molly. Ron le lui avait proposé, mais la créature avait décliné, prétextant que ce n'était pas convenable. Il s'était cependant laissé convaincre de rejoindre ses congénères à Poudlard,
et était parti muni d'un gros sac de friandises et des petits cadeaux préparés par les 2 sorciers facétieux. « Alors, Hermione, demanda George, à quand des elfes dans tous les magasins ?»« Pas pour demain, soupira Hermione. »« Pourquoi ?» demanda Harry surpris. « À ton avis, que vont penser les sorciers quand ils réaliseront que les elfes peuvent être embauchés à leur place et faire le travail aussi bien, voire mieux qu'eux ? Ils vont leur en vouloir, comprit Harry. Exactement. Cela fait longtemps que je sais qu'ils peuvent lire et compter. Mais j'hésite à le mettre en avant. Le mépris, ce n'est déjà pas facile à combattre. Mais le ressentiment... D'autant que l'un n'exclut pas l'autre. « Mais alors tu vas les laisser se cantonner aux travaux ménagers ?» demanda Ginny, manifestement hostile à cette solution. « Au ministère, nous leur recherchons un créneau qu'ils pourraient s'approprier sans faire de concurrence aux sorciers. Comme les gobelins qui ont investi la banque sans que personne n'y trouve à redire car personne n'y avait pensé avant. C'est le meilleur moyen pour que les elfes deviennent vraiment indépendants. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, estima Ron. Nous n'avons jamais imaginé que ce serait facile ou rapide, répliqua Hermione. Si tu avais un peu mieux écouté pendant les cours d'histoire de la magie, tu saurais qu'il nous a fallu des siècles pour réussir à cohabiter avec les gobelins. Enfin, comme les sorciers n'ont pas peur des elfes, cela devrait se faire plus vite. Mais il faudra sans doute 2 générations. Après le repas, ils procédèrent au traditionnel échange de cadeaux. Harry avait reçu de la part de sa petite amie une cape doublée et imperméabilisée par magie, qui serait bien confortable quand il ferait ses rondes. Elle avait pris soin de lui choisir un modèle passe-partout, pas trop luxueux, pour qu'il puisse rester inaperçu. De son côté, il lui avait sélectionné une robe très habillée et plus chère qu'elle n'avait l'habitude de s'acheter elle-même. Mrs. Weasley s'approcha de la radio, sans doute pour ne pas rater le morceau de bravoure de sa cantatrice préférée. Mais un tout sautement de Bill l'interrompit. « commença-t-il. « Fleur et moi avons une annonce à faire. » Tous les regards se tournèrent vers le jeune couple. Anticipant la nouvelle, des sourires se mirent à fleurir. « Un nouveau petit Weasley nous rejoindra en mai prochain, » confirma le futur père. Mrs. Weasley se précipita vers eux et prit son fils et sa bru dans ses bras. « Oh mes enfants, quel bonheur, quel bonheur !» Arthur les rejoignit les larmes aux yeux. Il donna l'accolade à Bill et embrassa doucement Fleur sur la joue. « C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire, » affirma-t-il. On but à la santé du bébé et, dans l'euphorie du moment, Mrs. Weasley en oublia complètement Célestina Moldubec. Le matin du 1er janvier, Harry était de garde. À peine arrivé au QG, il fut envoyé directement sur le chemin de traverse. Pritchard était déjà sur place. Sous le regard de quelques curieux, il examinait un corps avachi dans une des ruelles qui serpentaient à l'arrière des magasins. Quand il aperçut Harry, il lui fit signe d'approcher et expliqua. « On nous a signalé ce corps ce matin. Raide mort, apparemment d'un coup de couteau. Regarde la plaie au thorax. Ça ne saigne plus, le corps est rigide, la mort remonte à un moment. Un médico viendra le prendre en charge, mais on va récolter les premiers indices comme des grands. Donc, blessure par lame, longueur... » Il posa sa baguette sur la plaie et lança un sort de mesure. 3 centimètres. Un petit couteau ou un gros canif. Il posa sa main sur le torse du défunt et palpa doucement. « Côte cassée, annonça-t-il. Tiens, appuie ici, puis de l'autre côté. Tu sens la différence ?»« Oui, dit Harry après s'être exécuté. Tu as lu ce qu'on explique là-dessus dans le manuel ?» Harry, qui n'avait même pas acheté les livres qu'il était supposé étudier, rougit. « Si j'étais toi, mon gars, je m'y mettrais tout de suite, » conseilla son instructeur. « Parce que quand tu te retrouveras à ingurgiter 3000 pages à une semaine de ton examen, tu vas tout mélanger. Alors que si tu apprends en parallèle de ce qu'on fait, ça imprimera mieux dans ta petite tête d'aspirant. » Harry, penaud, fit signe qu'il avait compris. Pritchard reprit son exposé. « Donc, coup porté avec une certaine force. Le tueur est sans doute un homme. Maintenant, on va faire une description de notre bonhomme. J'ai déjà fouillé ses poches, il n'y a rien qui puisse nous donner son identité. Allez, sors ton carnet et au boulot. » Harry énonça en écrivant. Humain, sexe masculin, peau blanche, cheveux châtain clair, yeux marrons, corpulence moyenne, Pritchard examina la bouche du cadavre et compléta. Dentition sans signe particulier, taille, il lança un nouveau sort de mesure, 1,79 m. Vêtu d'une robe de coton marron sale, passementerie beige au poignet et au col. Pas de bourse sur lui, poche vide, même pas de baguette. A été détroussé. Bon, on va lui tirer le portrait.
Il sortit de son escarcelle un appareil photo. L'aumônière de son partenaire était fabriquée sur le même principe que le sac de perles d'Hermione. Harry avait interrogé Pritchard à ce sujet, et son instructeur lui avait fait remarquer que tous les aurores en avaient une. Ils avaient ainsi toujours sur eux les instruments dont ils pourraient avoir besoin pour leurs enquêtes. D'autres professions, comme les guérisseurs, les utilisaient également. Harry avait demandé à son amie si elle s'était inspirée d'une bourse vue à la taille de Tonks ou de Kingsley. Hermione avait admis que la métamorphomage lui avait un jour montré la sienne et qu'elle y avait repensé en organisant leur voyage. Harry en avait trouvé une de grande capacité dans un magasin du chemin de traverse. Pritchard recoiffa sommairement l'homme et essuya le sang qui perlait au coin de sa bouche, puis le photographia en vue d'avoir un portrait. Alors qu'il terminait, un homme à l'air endormi s'approcha d'eux. Son brassard vert le désignait comme médicomage. « Un client pour vous », annonça Pritchard. « On aimerait savoir de quoi il est mort, l'heure exacte, s'il avait mangé avant, son état de santé général. Et après, on le conserve jusqu'à la fin de l'enquête. » « J'adore vos petits cadeaux, Pritchard », bâilla le nouveau venu. « Mais j'y serai plus sensible un peu plus tard dans la journée, et même dans l'année. »« La magie appartient à ceux qui se lèvent tôt », répliqua le partenaire de Harry. « On vous le laisse. On va tailler une bavette avec notre premier témoin pour continuer notre enquête dans la joie et la bonne humeur. » Les deux aurores et le guérisseur se saluèrent de la tête, puis Pritchard demanda à la cantonade. « Qui nous a prévenus ?» Un homme enveloppé, qui portait un tablier sale, s'avança. « C'est moi. Je l'ai trouvé là. Je ne sais pas qui a fait ça. » Pritchard contempla les autres badauds. « Personne n'a de déclaration à faire sur ce triste événement ?» Ils secouèrent la tête en évitant son regard. « Eh bien, fichez-moi le camp. Le spectacle est terminé. » Alors que les curieux se dispersaient, le partenaire de Harry commença son interrogatoire. « Votre nom, votre adresse, heure de la découverte du corps ?»« Howard Bailey. Je tiens le bar qui est juste là. Je l'ai vu quand je suis sorti pour réceptionner ma livraison de bière au beurre ce matin et je vous ai averti. »« Où sont vos tonneaux ?» demanda Pritchard en regardant autour de lui. « Je les ai déchargés et rentrés, » expliqua l'homme en haussant les épaules. « Il y a combien de temps ? » ?»« Je sais pas. Vous n'avez pas été trop pressé de nous prévenir, hein ? » ?»« Et alors, il a tout son temps, votre Maccabée. Moi, si je ne range pas mes marchandises, on peut me les voler. » Puis pendant que vous y étiez, vous avez planqué les boissons et herbes illicites en votre possession, non ? C'est vous qui le dites, rétorqua le cabaretier. Je veux l'heure exacte où vous l'avez découvert, répéta sèchement Pritchard. Vers 7 heures, le renseigna finalement le témoin. Bien, je constate que la mémoire vous revient. Vous avez vu le type avant, dans votre bar hier soir, par hasard ? C'est possible. Vous connaissez son nom ? C'est un client habituel ? Ce n'était pas la première fois que je le voyais, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Venu seul ou accompagné ? Heure d'arrivée ? À quelle heure l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Je n'en sais rien, moi. J'avais une 50aine de types dans mon établissement qui voulaient qu'on les serve dans la seconde. Alors je n'ai pas le temps de faire l'appel. Je suis barman, pas nounou. Heure d'arrivée, insista Pritchard. Début de soirée, je dirais, vers 8-9 heures. Parti. C'est pas, je vous dis. Il était déjà plus là pour la fermeture à minuit pile. Ne venez pas me chercher des 6 burines dans la tête. Vous n'êtes pas sorti dans la ruelle hier soir ? Si, pour y mettre mes barriques vides, mais il n'y a pas d'éclairage, alors je ne peux pas vous dire s'il était déjà là. Fantastique, grogna Pritchard. Bon, on y va. Vous, restez dans les parages, on peut avoir d'autres questions à vous poser. Ouais. Harry et son partenaire retournèrent au QG, espérant que quelqu'un avait préparé du café. En chemin, Pritchard fit un petit topo à Harry. Il est possible que ce soit juste une querelle d'ivrogne qui ait mal tourné. Dans ce cas, si on n'a pas de témoins ayant assisté à la scène ou les ayant vus sortir ensemble, on a peu de chances d'élucider le cas. Ça peut aussi être un traquenard, histoire de famille, de nana ou de fric. C'est pour ça qu'on fera une enquête sur sa vie, quand on l'aura identifié. On va commencer par développer notre photo, la montrer aux collègues et la comparer à celle qu'on a dans nos dossiers. On lui a volé toutes ses affaires, remarqua Harry. C'est peut-être ça, le mobile. Les coupeurs de bourse ne sont pas des tueurs. Ils ont plutôt tendance à assommer leurs victimes. Il faudrait vraiment qu'il ait eu sur lui un objet particulier. Dans ce cas, on revient à l'hypothèse du traquenard. Comment identifie-t-on un sorcier mort ou inconscient ? Harry n'avait pas encore potassé ses cours, mais connaissait la réponse. On monte sa baguette à Ollivander. Exact. La disparition de la baguette est parfois une tactique pour nous faire perdre du temps. Je parie que le vol des autres affaires n'est là que pour dissimuler l'absence de la baguette. Le meurtrier a cherché à brouiller les indices. C'était donc prémédité ? Pas forcément.
Une discussion qui tourne mal, un coup de couteau maladroit, un tueur involontaire qui panique. Pour demain, je veux que tu me donnes la liste de toutes les façons officielles d'identifier une personne. Tu pourras y ajouter la méthode qu'on utilise le plus souvent, même si elle n'est pas dans le manuel. Quand la photo sera tirée, on l'enverra au directeur de Poudlard. Les 3/4 des sorciers britanniques passent à l'école, les profs sont donc de précieuses sources d'informations. Plus le type est jeune, plus tu as des chances d'obtenir des renseignements sur lui. Harry n'avait jamais développé de pellicule et ignorait que cela faisait partie des talents cachés des aurores. Alors qu'on lui expliquait le principe et les sorts à jeter, il eut une pensée émue pour Colin Creevey et se demanda quelle profession aurait adopté le jeune homme s'il avait survécu. Sans doute aurait-il aimé faire carrière dans un journal. Le développement fut plus délicat que s'ils avaient pris une photo sur un sujet vivant. En effet, la magie de l'appareil récupérait une partie de l'énergie du sorcier, et c'est ainsi que la personnalité du modèle se retrouvait dans l'image. Mais, dans leur cas, ils ne pourraient obtenir qu'une photo statique. Pour rendre l'identification plus aisée, les sorciers étaient troublés par les images non animées et cela détournait leur attention, et il fallait jeter un sort spécial qui faisait bouger artificiellement le sujet. Harry s'en chargea et réussit pas mal son coup d'essai. Leur modèle avait juste des mouvements un peu saccadés. « Ça ira, statua Pritchard. C'est plutôt bien pour une première fois. » Ils écrivirent une lettre pour Aristote Brocklehurst et firent passer un cliché parmi leurs collègues, dans le cas où l'un d'entre eux pourrait apporter des informations sur leur mystérieuse victime. Visiblement, personne ne s'était inquiété de son absence au point d'alerter le ministère. Ils cherchèrent également d'éventuels renseignements sur le tenancier, mais ne trouvèrent qu'une vieille enquête sur une fraude sur la provenance de sa bière. Harry rentra dîner rapidement chez lui, avant de ressortir pour retrouver son équipier à la taverne derrière laquelle le meurtre avait été commis. Ils se postèrent à l'entrée et montrèrent leur image à tous ceux qui arrivaient dans le pub. Dans un premier temps, les clients étaient plutôt réticents à répondre. Mais un regard sur Harry, qui ne s'était pas déguisé, les transformait soudain en citoyens pleins de bonne volonté pour aider les autorités. Malheureusement, la plupart ne purent leur apporter aucune indication utile. Ils ne connaissaient pas la personne sur la photo. Certains l'avaient parfois aperçu dans le bar, mais ne se souvenaient pas avoir déjà parlé avec lui. « C'est une impression ou je leur fais peur ?» demanda Harry entre deux arrivées. « Eh oui, mon gars, » répondit son partenaire. « Tu es le cauchemar de tous ceux qui n'ont pas la conscience bien nette. C'est ça la popularité. » Harry remâcha cette information un moment, puis déclara. « Tu sais, je crois que j'ai trouvé comment repérer les mages noirs. »« Ah ouais ? » ?»« Oui. On lâche un épouvantard sur nos suspects. Si c'est Voldemort qui apparaît, on peut les laisser partir. Si c'est moi, on les envoie directement à Azkaban. » Pritchard fixa Harry quelques secondes avant d'éclater de rire. « J'avais peur que tu n'aies aucun humour, finit-il par octer. Mais là, je suis rassuré, on va bien s'entendre, mon gars. » Et oui, pensa Harry, content de son effet. Fréquenter assidûment les Weasley peut laisser des traces. Vers 11h, le cabaretier sortit et les apostropha. « Dites, vous avez fini d'embêter ma clientèle ? Je dois gagner ma croûte, moi. »« Tu as donc intérêt à ce qu'on boucle au plus vite notre enquête, » lui rétorqua Pritchard. « Tu es sûr que tu nous as révélé tout ce que tu savais ? » ?»« Je n'ai rien vu, je vous dis. Si tu te souviens d'un détail ou si tu entends quelque chose d'intéressant, tu nous appelles, » exigea Pritchard. « Si j'accepte, vous vous barrez ? Si tu acceptes, on ne demande pas à nos collègues de faire une descente tous les soirs et de fouiller tous les clients, » lui lança sévèrement l'Aurore. L'homme rentra dans le bar, visiblement furieux. « On reste encore une demi-heure, » indiqua Pritchard. Mais au ton de sa voix, Harry comprit qu'il n'espérait plus avoir la chance de tomber sur un témoin utile. Le lendemain matin, ils reçurent un hibou de Poudlard qui leur indiqua le nom de leur victime, Robert Kimberly. Il avait 35 ans et était sorti de Serdaigle 17 ans auparavant. Des recherches permirent de déterminer qu'il vivait dans la banlieue de Liverpool et qu'il était célibataire. Il travaillait pour un imprimeur, mais son patron actuel ne s'était pas inquiété de l'absence de son employé. En effet, celui-ci était en vacances en cette période de fête. Ils interrogèrent ses collègues et apprirent ainsi que Kimberly aimait les jeux d'argent. Harry et son partenaire allèrent donc visiter les établissements connus pour proposer des tables de poker sur le chemin de traverse et l'allée des Embrumes. Deux tenanciers admirent de mauvaise grâce le voir régulièrement, et Pritchard décida de mener l'enquête dans cette direction. « Tu crois qu'il devait de l'argent à quelqu'un ?» demanda Harry. « Ou quelqu'un qui lui en devait. On a plus intérêt à se débarrasser d'un créancier que d'un débiteur. » En rentrant chez lui le lendemain soir,
Harry s'affala dans un fauteuil devant la cheminée. Il se versa un verre de whisky pur feu au lieu de la bière au beurre habituelle et essaya de savoir ce qui le tarabustait à ce point. C'était peut-être à cause du cas sur lequel il travaillait, sa première vraie enquête. Au-delà du crime lui-même, elle lui donnait l'impression que, malgré toutes ses aventures, il ne s'était pas tellement ouvert au monde sorcier, étant resté confiné à l'école, au terrier ou sous une tente avec ses amis. Fréquenter les aurores, interroger les truands, les tenanciers et autres marginaux avait fait découvrir au jeune homme un univers moins policé que celui qu'il connaissait. C'était comme si de nouveaux horizons inconnus s'ouvraient à lui chaque jour. Il s'était habitué à entendre des mots d'argot, à côtoyer des situations sordides et écouter ses collègues décrire leur vie amoureuse de façon très crue. Il avait été étonné par le machisme qui pointait dans les propos de certains aurores. Visiblement, à quelques exceptions près, l'arrivée des femmes dans ce corps était assez récente et les plus anciens laissaient parfois entendre que leurs collègues féminines n'étaient pas à leur place au QG. Il ne se gênait pas pour faire des remarques sexistes sans se préoccuper de savoir si elles étaient à proximité. Harry était surpris de ne pas les voir davantage se rebiffer, mais elles semblaient préférer faire la sourde oreille plutôt que d'entrer en conflit ouvert avec les indélicats. Sans doute était-ce une bonne chose pour la cohésion du groupe, mais cela déplaisait à Harry. Il en était d'autant plus mal à l'aise qu'il ne voulait pas non plus faire de vagues, se sentant suffisamment au centre de toutes les curiosités du fait de son lourd passé de héros. Il ne comprenait pas ce qui pouvait justifier le sentiment de supériorité que certains professaient à l'égard des femmes. La plupart de celles qu'il avait côtoyées lui avaient paru tenir leur place. La froide Pétunia n'était pas spécialement soumise à son mari. Leur étroitesse d'esprit et leur manque de cœur se valaient. La brillante Hermione, l'incorruptible Minerva, la chaleureuse Molly, l'impétueuse Ginny, la digne Andromeda et même la farouche Bellatrix avaient su forcer son respect, mélangé au dégoût en ce qui concernait la terrible mange-mort. Il est vrai que leurs enquêtes les amenaient à fréquenter des prostituées, qui ne plaidaient pas pour la jante féminine. Il ne pouvait s'empêcher d'être très gêné en leur présence. Quand son coéquipier l'avait raillé à cet égard, Harry avait rétorqué qu'il n'avait pas envie de se retrouver en première page d'un journal à scandale. Mais en réalité, outre son éducation puritaine, Harry était profondément choqué que l'on puisse vendre son intimité contre de l'argent. Pour lui, qui était attaché à sa liberté d'action au point de trouver la force de résister à l'impérium de Voldemort à 14 ans, cet abandon paraissait monstrueux. L'enquête en cours élargit encore ses connaissances, en lui faisant découvrir l'univers du jeu et tout ce qui tournait autour. Fraude aux lois commerciales, tricherie, escroquerie. Selon Pritchard, même les gobelins profitaient de ce marché lucratif. Au fur et à mesure que les jours passaient, les deux aurores en apprenaient davantage sur leurs victimes. Il semblait que l'homme ait eu plusieurs débiteurs dont ils ignoraient les noms, mais qu'on leur avait décrits. Ils attendaient maintenant que l'un d'eux se représente dans un cercle de jeu et que le patron du lieu les prévienne. Harry était tellement pris par son enquête, n'en sortant que pour donner son temps à Ginny ou à Teddy, qu'il fut presque surpris quand Ron proposa à Harry de lancer de nouvelles invitations à la fin du mois de janvier. On pourrait faire venir Neville ou Luna. Luna est à l'étranger, lui rappela Harry. La carte de vœux que Ginny a reçue venait de Reykjavik et elle annonçait son départ pour la Norvège. Ah oui, elle chasse encore le ronflax, se souvint Ron. Je vais envoyer un hibou à Neville. Neville proposa des dates en semaine car il réservait ses week-ends à sa petite amie. Je ne savais pas qu'il en avait une, remarqua Harry quand Ron lui lut la réponse de leur ancien condisciple. Hermione m'en a parlé, elle n'approuve pas le choix de Neville d'ailleurs. Pourquoi ? Paraît qu'elle regarde Neville avec des yeux de merlanfri et qu'elle se vante partout d'être la copine d'un héros de Poudlard. Comment Hermione sait-elle ça ? S'étonna Harry, tout en songeant que sa propre petite amie versait dans l'excès inverse. Hermione correspond avec pas mal de monde. Je me demande toujours comment elle fait pour avoir le temps de répondre à tous les hiboux qu'elle reçoit. Tiens, elle est restée en contact avec Lavande et Parvati. Elle connaît tous les potins comme ça. Et que deviennent-elles, s'enquit machinalement Harry. Si je me souviens bien, Lavande a un nouveau petit copain et Parvati fait des articles de mode pour la Gazette. Si tu veux savoir, on portera des capuches à nos robes cet été. Fantastique, railla Harry, essayant d'imaginer ce que cela donnerait. C'est parce que le printemps s'annonce pluvieux, expliqua très sérieusement Ron. Il jeta un regard amusé en direction de Harry avant d'ajouter. T'es trop naïf, Harry, tu parles d'un aurore. Hermione sait bien que ce n'est pas la peine de me mettre au courant de la mode. Neville, Harry et Ron se retrouvèrent avec plaisir.
Neville se remémora l'arrivée des enquêteurs quelques mois auparavant dans son herboristerie. Ton équipier a un ton impressionnant pour dire « Bureau des aurores, pouvez-vous répondre à nos questions ?» fit remarquer Neville. « On n'enquêtait pas sur vous, » le rassura Harry. « Ça, on ne le savait pas. Ça arrive, les erreurs de préparation. Enfin, vu qu'on n'a plus entendu parler de cette affaire, je suppose qu'on y était pour rien. » On l'a rapidement classé sans suite, confirma Harry. C'était un accident. Neville affirma n'avoir rien de bien passionnant à raconter et posa des questions sur le métier d'Aurore. Harry lui narra quelques anecdotes et finit par lui demander « Tu as des regrets ?»« Pourquoi j'en aurais ?» s'étonna Neville. « Parce qu'on t'a proposé le poste quand tu as eu tes aspics, non ?»« C'est vrai. J'avoue que j'ai hésité. Cela aurait fait tellement plaisir à grand-mère. Mais je préfère m'occuper des plantes. Je me sens en paix quand je le fais. Je me suis pas battue parce que j'aimais ça, mais parce que ce qui se passait pendant l'année des ténèbres n'était pas tolérable. N'en dis rien à grand-mère surtout, elle ne me le pardonnerait jamais. » Harry promit, tout en se demandant s'il lui aimait se battre. Pourquoi avait-il voulu être Aurore? Avait-il à ce point besoin de savoir qu'il était aux commandes? Neville s'était effacé quand la situation était redevenue normale, alors que Harry s'était présenté là où il serait en première ligne si un mage noir pointait le bout de son nez. Il avait souvent eu l'impression que la malchance s'acharnait sur lui, qu'il était le seul à pouvoir agir, mais finalement, ne se mettait-il pas lui-même dans cette position à chaque fois? C'est ce que pensait Rogue. Et Dumbledore aurait-il parié sur lui s'il n'avait pas eu ce tempérament? Dans quelle proportion hasard et volonté avait-il joué dans sa vie pour le mener là où il avait accepté de se rendre? Après la discussion qu'il avait eue avec les parents Weasley, Harry avait beaucoup réfléchi sur un éventuel rapprochement entre les mondes moldus et sorciers. Ayant été élevé hors du monde magique, il se dit qu'il devait montrer des exemples. Un samedi de février où Ginny n'était pas là, il décida de se promener dans le quartier où se trouvait sa maison. Il invita Ron et Hermione à se joindre à lui. Son ami fut d'abord réticent, mais sur l'insistance d'Hermione, il finit par les suivre. Les garçons revêtirent de vieux habits qu'ils avaient gardés de leur trajet jusqu'à la gare de King's Cross. Quant à Hermione, comme elle vivait chez ses parents, elle avait une garde-robe mixte. Le quartier qu'ils habitaient n'était pas très reluisant, mais Hermione, qui faisait de temps en temps des courses dans la capitale avec sa mère, leur fit prendre les transports en commun et les mena vers des rues plus agréables. Ils regardèrent les magasins et repérèrent un parc où s'égayaient des enfants. Hermione leur montra, plan à l'appui, quel bus et métro emprunter pour se rendre dans les endroits susceptibles de les intéresser. Ron admit que même si les moldus marchaient comme s'ils avaient un mange-mort à leur trousse et que les voitures rendaient les rues bruyantes et malodorantes, ce n'était pas un supplice de se trouver parmi eux. La présence des femmes portant des jupes courtes malgré le froid n'y était peut-être pas pour rien. Il regretta seulement que les larges pelouses dégagées du parc ne puissent être utilisées pour le Quidditch. « Je vous amènerai de l'argent moldu, et la prochaine fois, on fera des courses », décréta Hermione, du ton qu'elle prenait pour décrire leur planning de travail à Poudlard. « On connaît, » protesta Ron. « On l'a fait pendant l'année des ténèbres. »« Sous une cape d'invisibilité, ça ne compte pas », rétorqua fermement leur ami. La semaine suivante, Harry alla chercher Teddy dans l'après-midi et proposa à Ginny de l'emmener au parc Moldu. Réticente, la jeune fille accepta sans enthousiasme de passer une des robes d'Hermione et de l'accompagner. De son côté, Teddy fut ravi de pouvoir courir à son aise et faisait sourire les passants qu'il croisait. Harry avait pris soin de lui mettre un bonnet car il avait constaté la propension de l'enfant à changer de couleur de cheveux en fonction de ceux des personnes qu'il rencontrait. Ils trouvèrent une aire de jeu et s'assirent sur un banc, Teddy sur les genoux de Harry pour permettre à leurs protégés d'observer les gamins qui s'égayaient bruyamment. « Voit-il souvent d'autres enfants ?» s'inquiéta Ginny, remarquant la fascination du petit garçon pour le spectacle qui se déroulait devant lui, mais son refus d'y participer. « Je ne sais pas, il faut que je pose la question à Andromeda. Quoi qu'il en soit, je pourrais l'amener régulièrement ici. »« C'est risqué. S'il fait de la magie involontaire, cela va te causer des problèmes. Tu imagines le nombre de moldus à traiter par les oubliators ?» Harry observa les autres parents et répondit. « Chacun regarde son gosse ou est en train de discuter avec son voisin. Peut-être que personne ne remarquerait un gamin qui se retrouve brusquement en haut d'un toboggan ou qui plane un peu au lieu de tomber. Je n'ai pas eu tellement d'incidents, moi. Je suppose que ta tante n'était pas du genre à t'emmener au parc. Mais Hermione y a sans doute été, comme tous les sorciers nés de moldus. Par contre, il va falloir lui faire comprendre de ne pas changer de couleur de cheveux tout le temps. » Comme s'il avait saisi de quoi il était question, Teddy arracha son bonnet en éclatant de rire. « Ce n'est pas gagné, » commenta Ginny en le lui remettant et l'enfonçant jusqu'aux sourcils.
15 jours plus tard, Hermione emmena tout le monde s'acheter des vêtements moldus. Même Ron, pourtant peu sensible à la mode, s'étonna de la variété d'habillements qu'on lui présenta. Il y avait sur le chemin de traverse une boutique qui fournissait aux élèves de Poudlard de quoi faire illusion dans la gare de King's Cross. Au dire de Molly, la situation s'était un peu améliorée, mais de leur temps, le choix y était très limité. On y trouvait des jeans inconfortables, des t-shirts et des vestes informes pour les garçons, des jupes tombant jusqu'aux mollets et des corsages blancs pour les filles. Rien qui ne donna envie de rester attifé ainsi. Dans le magasin, pourtant classique, où les entraîna Hermione, les jeunes Weasley découvrirent une débauche de coupes et de couleurs qui les laissa admiratifs. Beaucoup des réticences de Ginny fondirent lorsqu'elle se vit dans une robe courte mettant en valeur ses formes. Le regard intéressé que lui lancèrent les autres clients masculins y fut sans doute pour beaucoup. Ron arrêta de prétendre que ses vêtements étaient horriblement inconfortables quand sa petite amie lui dénicha un pantalon de toile bien coupé et un sweatshirt orange, qui restait sa couleur préférée bien qu'il ait cessé de soutenir les canons de Chudley. Harry eut le plaisir de trouver enfin un jean prévu pour sa morphologie et un blouson dans lequel il ne paraissait pas ridicule. Il demanda ensuite à Hermione de l'emmener dans un magasin pour enfants, histoire de prévoir des habits pour Teddy. L'après-midi même, Hermione les initia au cinéma. Ron se montra vite conquis par le pop-corn. Le film Charlie's Angels, sûrement pas choisi en fonction des goûts personnels d'Hermione, acheva de convaincre les Weasley.